Dans ce journal, il sera essentiellement question de plus d'un millier d'aspirants enseignants des lycées techniques mis en formation, une décision qui figure dans la livraison du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbédi, après la séance hebdomadaire du Conseil des ministres d'hier mercredi. Passation de charge ce mercredi 13 juillet 2022 au siège de la Cour constitutionnelle du Bénin. Joseph Djogbenou n'est plus le président de la Cour. Le vice-président Zakari Amadou Issifou assurera donc la présidence de la Cour par intérim. Le point est à suivre dans ce journal. Et puis en interactualité, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont en train de se dégrader très rapidement. Le gouvernement ivoirien exige la libération des 49 soldats arrêtés alors que la junte militaire au pouvoir au Mali semble de plus en plus gagnée par la paranoïa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur Speedline Télévision, démarrant par l'actualité relative au baccalauréat session de juin 2022. Les résultats sont désormais disponibles depuis ce mercredi. Le directeur de l'Office du baccalauréat a dévoilé les statistiques à l'occasion d'un point de presse animé à Cotonou. 59%, c'est le taux de réussite pour le compte de cette session unique de juin 2022 de l'examen du baccalauréat au Bénin. Ce taux est en baisse par rapport à celui de l'année dernière, qui s'établissait donc à 64,42% au total. 77 416 candidats ont composé cette année contre 82 958 enregistrés en 2021, soit un taux de régression de 6,68% malgré cette baisse au niveau de l'effectif général. L'effectif au niveau des séries scientifiques a connu une légère augmentation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce journal se poursuit. Parmi les décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, plus d'un millier d'aspirants enseignants des lycées techniques mis en formation. On va suivre ici la substance avec Wilfried Léandre Rongbédi, porte-parole du gouvernement. La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 13 juillet 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Le présent code est une relecture de celui de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes, d'une part, dans le but de lutter contre les tares qui minent encore notre fonction publique, et d'autre part, pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. Aussi, le présent texte transforme-t-il en règle de conduite de l'agent public certaines valeurs contenues dans le dit code. Elles sont relatives notamment à la promotion du travail bien fait, au sens élevé de responsabilité, à l'intégrité, à la justice, à l'abnégation, à la dignité, de même qu'au patriotisme. En point 2, organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. La dynamique de développement qu'a amorcé notre pays et les spécificités des nombreux chantiers ouverts appellent une actualisation et un renforcement des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. C'est ce qui justifie l'adoption du présent décret en remplacement de celui numéro 2017-332 du 6 juillet 2017 portant sur cette matière. Il renforce la participation de tous les acteurs et consacre des innovations dont la réduction du montant des redevances à payer par les promoteurs, l'insertion des e-services dans la délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale, la prorogation de la durée de validité du dit certificat à 3 ans contre 1 jusqu'ici, et celle de la périodicité de réalisation des audits environnementaux et sociaux externes à 3 ans contre 2 actuellement. L'exigence d'un plan d'engagement de la part du promoteur pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du cahier des charges irrelatifs. Mise en formation des aspirants au métier d'enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles. Le gouvernement avait procédé, au titre de l'année 2021, au recrutement d'une première cohorte de 662 aspirants au profit de ces lycées qui ouvriront leurs portes en 2024.
Leur formation démarre cette année. Elle se déroulera sur les installations de l'Université d'agriculture de Kétou avec l'appui d'une expertise étrangère et portera, selon les profils de recrutement et les domaines retenus, sur 30% de théorie et 70% de pratiques professionnelles en contexte réel d'entreprise ou d'exploitation agricole, publique ou privée. À l'issue de la prospection effectuée, c'est l'Université du KwaZulu-Natal qui a été retenue. Son organisation, ses relations avec les entreprises agricoles sud-africaines, son positionnement sur le continent dans la formation des agronomes lui valent autant d'atouts. Par ailleurs, la plupart de ces formateurs étant anglophones, il sera procédé à une remise à niveau des apprenants par le Centre béninois des langues étrangères de l'Université d'Abomey-Calavi pendant une période de 3 mois. Razaki Amunda Isifou, vice-président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a pris fonction ce mercredi 13 juillet 2022 après la démission du président de la Cour constitutionnelle. La passation de charge s'est tenue donc ce mercredi au siège de la Cour. Le vice-président Razaki Amunda Isifou assurera donc la présidence de la Cour constitutionnelle par intérim. Romaric Dossa pour le point. Le professeur Diogbenou n'est plus président de la Cour constitutionnelle du Bénin. À 11 mois de la fin de son mandat, à la tête de la juridiction constitutionnelle, il a rendu le tablier depuis ce mardi 12 juillet 2022. L'ex-président de la Cour constitutionnelle, Diogbenou, passe ce mercredi 13 juillet 2022 la main à Razaki Issoufou, le vice-président de l'institution. Monsieur le Président, maintenant que le moment est venu de vous inviter à assurer et assumer dans sa plénitude les fonctions de représentant de la Cour et de direction de la Cour sur tous les plans, je voudrais vous assurer de ma prière, de mon soutien là où je serai. Soyez assurés que partout où il sera nécessaire, je serai l'une des personnes qui comprendrait le mieux les déterminismes qui sont les vôtres, les contraintes qui sont les vôtres et les décisions que vous allez prendre dans l'intérêt majeur de notre pays. Encore une fois, merci. Et à très bientôt. C'est l'un de nos excellents écrivains qui a donné pour titre un sage prudentiaux de regretter mémoire à l'un de ses ouvrages, Ailleurs, un jour, peut-être. Je vous dis donc ailleurs, un jour, certainement. Je vous remercie. Il est également rassuré par ses collègues de la bonne poursuite des travaux au niveau de l'institution. Monsieur le Président, s'il est communément admis que la haute juridiction porte les empreintes de chaque président qui y passe, soyez rassurés que l'institution portera pendant très longtemps les vôtres. En me passant cette charge ce matin, vous attendez certainement de moi et des autres conseillers la poursuite de l'œuvre commune entamée. Cette attente me paraît légitime et soyez-en rassurés, elle ne sera pas déçue. Je prends l'engagement, à ma qualité de vice-président et de président par intérim de la Cour, de veiller au bon fonctionnement de l'institution. Pour finir, nous tenons à vous dire le grand plaisir que nous avons eu à travailler avec vous. Vous faites partie de ces hommes dont les qualités et les talents les conduisent où eux-mêmes décident de s'arrêter. Nous demeurons persuadés qu'en démissionnant, c'est pour vous rendre plus utile à la nation béninoise. Que le Seigneur Tout-Puissant vous assiste et vous accompagne dans la réalisation de vos... Qui pour diriger la Cour? C'est la question que se posent actuellement les observateurs de la vie politique nationale, puisqu'il faut nécessairement un juriste ou un magistrat pour diriger l'institution. Selon l'article 20 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, ce sera soit un magistrat, un avocat, soit un professeur d'université de rang magistral. Selon ces profils, les candidats ne manquent pas. Et nous restons collés à l'actualité relative à la démission du président Diogbenou. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé. Cette phrase résume la nouvelle mission que s'est assignée Joseph Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, après sa démission
ce mardi. Celui qui se définit désormais comme un homme politique au service de son parti politique, qu'est l'Union progressiste, était donc dans l'après-midi de ce mercredi face aux hommes des médias. Suivons ici un extrait de sa déclaration. J'ai dû renoncer à mes engagements politiques pour assurer les missions appelées à ma désignation par le bureau de l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Adrien Mbouedi, le membre de la Cour constitutionnelle du Bénin. J'ai été honoré de la confiance de mes pairs pour présider aux destinées de l'institution, en charge d'assurer le contrôle de conformité à la Constitution, en charge d'assurer le contentieux électoral, en charge de réguler le fonctionnement des institutions de l'État. 4 années. Ce renoncement auquel j'ai dû me soumettre m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, qu'il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier politique, qu'il est nécessaire de renouveler l'engagement politique, qu'il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste. Je voudrais donc très formellement et très publiquement vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. Que je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra bien me confier. Encore une fois, dans un État démocratique, dans un État en construction, l'essentiel des questions les plus importantes ont pour réponse une formulation, un positionnement et une construction politique. Dans un autre registre à présent, plusieurs habitations ont été démolies à Rolakodji dans la ville de Cotonou en octobre 2021. Plusieurs d'entre eux ont été donc relogés à Semekodji sur le site choisi par le gouvernement du président Patrice Talon. Des mesures sociales sont également évoquées pour venir en aide à cette population. Quel est alors le niveau d'avancement des dispositions prises par l'État béninois vis-à-vis de ces habitants de Rolakodji? La réponse à ces interrogations avec le chef du 5e arrondissement de Cotonou dans ce reportage de Romaric Dossa et Pierre Akapo. Il y a environ 8 mois, nous avions assisté dans ce quartier de Rolakodji à une opération de déguerpissement des habitations. Délogées de leurs habitats à Cotonou pour la réalisation de différents projets urbains, les populations reçoivent depuis plusieurs mois des compensations de l'État, nous informe le chef du 5e arrondissement de Cotonou. Avant le 18 octobre 2021, le 15 octobre 2021, les premiers bénéficiaires ont reçu les chèques suivis des parcelles sur le site réservé à cet effet à Djefa. Et pour cela, je remercie son Excellence Patrice Talon, les membres du gouvernement qui ont pensé et réfléchi pour cette action sociale. C'est pour la première fois en République du Bénin qu'il y a eu déplacement d'une population accompagnée
d'une dotation financière et l'octroi de parcelles pour pouvoir les reloger. Depuis le 15 octobre jusqu'à ce jour, je peux dire aujourd'hui, je suis satisfait à cette action dans la mesure où les 368 maisons recensées à Hlakodi ont reçu leur parcelle et ont reçu leur chèque de 5 millions chacun. Je dis bien, tous les 368 ont reçu leur parcelle et ont reçu leur chèque. Outre l'appui financier et l'attribution de parcelles aux 368 ménages, des conditions sont également réunies pour répondre à d'autres besoins vitaux de la population. L'autorité se réjouit des mesures prises par le gouvernement vis-à-vis de ses administrés. Je remercie encore le gouvernement pour avoir aménagé le site de Djefa, où on peut retrouver ce jour qu'il y a les voies qui sont tracées et revêtues en terre, il y a les lampadaires qui côtoient toutes les rues sur le site de Djefa, il y a l'adduction d'eau qui est en cours d'installation, et je dis adduction d'eau sonnable, eau courante. Et récemment, grâce au financement belge, il y a l'ANDF qui est en train de faire le cadrage pour pouvoir donner les titres de propriété définitifs à tous les 368 relogés à Djefa. Ça là, c'est pour la première fois. Ex-habitants de Hlakodi, ces désormais populations de Djefa dans la commune de Semekodi sont exhortés aux actes de civisme et à une bonne gestion des fonds mis à leur disposition pour leur relogement. Le téléphone portable, également appelé téléphone mobile ou téléphone cellulaire, a révolutionné la vie quotidienne permettant de communiquer sans fil partout où il y a un réseau de téléphonie mobile. Elle représente un outil très important pour la communication, néanmoins son usage n'est pas sans conséquences sur la santé. Suivez ici dans ce reportage de Olive Biaou les effets néfastes liés à l'utilisation du téléphone portable. Reportage. Le téléphone portable, outil de communication très important pour tous. L'utiliser s'avère capital dans certains domaines. Pourtant, il représente un danger pour la santé. Sur la santé, c'est pas bon qu'on doit mettre le téléphone en charge pour prendre l'appel, les appels. En cas où, on ne sait jamais, en cas où ça va s'éclater ou bien ça gâte les oreilles, le cerveau aussi. Moi, mon habitude, la nuit, là, j'éteins mon portable. Et ça fait bon jusqu'à 6 h du matin que j'allume ça. Le téléphone portable dégage des ondes magnétiques qui nuisent gravement à la santé. Elles sont de petites particules qui détruisent à petit feu le cerveau humain. L'utilisation des portables contient ou bien nous conduit vraiment à des conséquences que nous ne pouvons pas gérer. Voilà. Sinon, les ondes magnétiques négatives que les portables dégagent, les fabricants ne nous ont pas fait accompagner de systèmes pouvant nous permettre d'éviter ces ondes. Sinon, ces ondes, aujourd'hui, sont source de beaucoup de dérèglements, non seulement chez les jeunes, mais également chez les personnes âgées. Parce que quoi? Aujourd'hui, quand le portable sonne dans votre poche, ça crée beaucoup de dégâts au niveau des nerfs et au niveau de l'organisme en général. Je suis à tel endroit, on m'appelle, le portable sonne, même hermétiquement fermé. Les ondes traversent les murs, traversent même le fer pour venir te joindre et ton portable sonne. Si c'est contre la chair humaine, vous voyez un peu ce que ça peut créer comme conséquence. Voilà, donc c'est à la base aussi de beaucoup de personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle, mais qui ne savent pas
qu'est-ce qui les a amenés, mais accusant l'alimentation qui sont en train de s'adapter, l'alimentation auquel ils sont abonnés. C'est la circulation de particules, qui sont émises et traversent toute la nature et viennent à nous. Et cette circulation rencontre des objets et les traverse, notamment notre organisme. Donc, si nous devons imaginer ce que c'est, nous pouvons imaginer comme c'est des petites balles de fusil qui traversent la nature, mais qui ne nous tuent pas tout de suite. Mais toujours est-il que ça traverse la nature et ça vient à nous, ça nous traverse, et nous sommes constitués de cellules qui sont des êtres minimes, des êtres vivants qui sont exposés aussi. Donc, nous devons comprendre que tout ce qui traverse notre corps peut être nuisible. À plus forte raison, ces particules-là, et il a été démontré que quand ça traverse le corps, ça traverse le cerveau, il y a des cellules qui sont vulnérables, notamment les cellules de notre cerveau. Ce que moi je vais demander, ceux qui ont l'habitude d'utiliser les téléphones portables en les mettant dans la poche, je les déconseille de ne plus le faire. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones portables créent beaucoup de dégâts où les maisons de fabrication aussi ne nous disent pas totalement la vérité. Cependant, il est déconseillé de le mettre près des oreillers quand il est l'heure de s'endormir et d'éviter sa manipulation sous tension. Et parlons économie dans cette édition. Depuis ce mardi 12 juillet 2022, 1 euro vaut $1. La monnaie européenne a connu une grande chute, la première donc de son histoire, et perd 15% de sa valeur par rapport au dollar américain. C'est une situation qui sera difficile pour les importateurs selon donc plusieurs analystes. Quel est alors le sort qui attend les pays de la zone du franc CFA lorsqu'on sait que cette monnaie est arrimée à l'euro? Nous avons posé des questions au chroniqueur économique François-Xavier Noumon. Suivons ici son analyse. L'euro, comme vous le dites, ça fait à peu près 20 ans que cette situation inédite ne se soit produite. Déjà, si on commence par le continent africain, ça a une incidence directe sur déjà le change, le taux de change. Déjà, il vous faudra un peu plus de francs CFA pour acheter du dollar. C'est de façon concrète. $1 coûtait à peu près 500 et quelques francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 600 et quelques francs CFA. Et puis, je prends un importateur béninois qui a acheté un produit à $10. Donc, ça devrait lui coûter, hors frais de transport, ainsi de suite, directement, on va dire 5 000 et quelques. Aujourd'hui, ça va lui coûter 6 000 et quelques. Donc, il lui faudrait un peu plus de francs CFA pour acheter le même produit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Que les importations vont coûter plus cher, mais les exportations vont faire rentrer plus d'argent. Puisqu'aujourd'hui, le dollar est à un niveau élevé, ça veut dire que vos rentrées sont plus importantes. C'est-à-dire le produit que vous vendiez à $1 qui vous rapportait 500 francs, aujourd'hui, le même produit vous rapporte 600 francs. Maintenant, l'autre situation préoccupante, c'est le service de la dette de nos pays. Beaucoup de nos pays, le Bénin y compris, ont de la dette labellisée en dollars. Donc très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le service de la dette coûtera un peu plus cher parce que le dollar s'est apprécié. Donc cette situation est à surveiller de près parce que ça peut engendrer des difficultés budgétaires pour des pays. Beaucoup avaient pointé du doigt le fait que nous ayons une parité fixe par rapport à l'euro. Aujourd'hui, nous sommes au même niveau que le dollar. Donc nos produits deviennent, on va dire, on ne peut plus compétitifs sur les deux marchés parce qu'il n'y a pas de distorsion de prix. Donc ceux qui exportent le plus, le cacao, coton, vont gagner inévitablement beaucoup plus d'argent.
Que ce soit l'appréciation du dollar ou pas, nous devons revoir nos infrastructures logistiques, transformer nos produits sur place pour gagner un peu plus de valeur ajoutée sur la chaîne d'approvisionnement, parce qu'il serait plus rentable d'exporter des produits manufacturés que d'exporter des matières premières. L'équation reste la même. Et dans le reste du monde à présent, la Côte d'Ivoire a démenti mercredi que 49 soldats arrêtés à Bamako 4 jours plus tôt constituaient une menace pour le Mali. Les relations entre les deux pays sont en train de se dégrader très rapidement, alors que la junte militaire au pouvoir semble de plus en plus gagnée par la paranoïa. La Côte d'Ivoire demande au Mali la libération sans délai de ses 49 soldats arrêtés injustement dimanche à l'aéroport de Bamako. Le pays a nié toute intention de déstabiliser son voisin après que le Mali ait accusé les militaires ivoiriens d'être des mercenaires. Mardi, la présidence ivoirienne a réuni un conseil national de sécurité extraordinaire, puis publié un communiqué affirmant qu'aucun militaire ivoirien n'était en possession d'armes et de munitions de guerre. La veille, le gouvernement malien a signalé que ces soldats ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire du Mali. Selon Abidjan, la présence de ces soldats dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, est bien connue des autorités maliennes. Des militaires ivoiriens sont en effet présents à l'aéroport de Bamako depuis juillet 2019 et la signature d'une convention avec les Nations Unies. Mardi, l'ONU a expliqué que les militaires interpellés étaient des éléments nationaux de soutien déployés par les pays contributeurs de troupes à la MINUSMA. Dernière édition du rapport de l'Organisation des Nations Unies sur l'enfant et les conflits armés relève qu'en 2021, près de 24 000 violations graves ont été vérifiées à l'encontre des enfants. Parmi elles, le meurtre et la mutilation, soit une moyenne de quelques 105 violations par jour plutôt. Le meurtre et la mutilation d'enfants comptent parmi les plus nombreuses suivies par le recrutement et l'utilisation d'enfants et le refus d'accès humanitaire. Images et sons. Les enfants continuent de subir les conséquences des conflits causés par l'homme. Ce constat a été révélé dans la dernière édition du rapport annuel de l'Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés. Le compte-rendu fait état des dangers qui ont eu un impact sur la protection des enfants en 2021. Ils vont de l'escalade des conflits, des coups d'État militaires, des conflits transfrontaliers aux violences intercommunautaires. Dans ces pays où des groupes très extrêmes sont actifs, comme Boko Haram et les groupes dissidents, l'État islamique d'Afrique de l'Ouest et l'État islamique qui émerge en Afrique de l'Est, ces groupes qui n'étaient pas aussi organisés par le passé le sont davantage aujourd'hui et ils ciblent sans aucun doute les filles. Ils ciblent l'enlèvement des filles et ils ciblent essentiellement le viol et la violence sexuelle comme produit de cela. Près de 24 000 violations graves vérifiées à l'encontre des enfants, soit une moyenne de quelques 65 violations par jour, ont été révélées dans le rapport. Le meurtre et la mutilation d'enfants comptent parmi les violations les plus vérifiées. Le nom du successeur de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur britannique sera connu. Ce lundi 5 septembre 2022 a annoncé lundi soir le président de la commission parlementaire chargée d'établir les règles du scrutin. Il a précisé que le dépôt des candidatures sera ouvert et clos ce mardi et qu'un premier tour pour commencer à éliminer certains des 11 candidats aurait lieu dès mercredi. Reportage. La succession de Boris Johnson au 10 Downing Street, toujours sujet numéro 1 au Royaume-Uni. Le dépôt des candidatures n'est possible que ce mardi, avant un premier tour dès mercredi, un deuxième le lendemain et un dernier si nécessaire lundi prochain. 11 candidats sont déjà en lice, parmi eux notamment Sajid Javid, l'ancien ministre de la Santé, mais aussi Liz Truss, la chef de la diplomatie britannique. Tous les candidats auront besoin d'au moins 20 parrainages pour que leur candidature soit acceptée et à chaque tour du soutien du vote d'au moins 30 députés du parti. Objectif de cette campagne marathon, n'avoir plus que 2 candidats avant le 22 juillet et le début des vacances parlementaires. Boris Johnson a déjà dit qu'il ne soutiendrait personne. Le travail du Premier ministre à ce stade est de laisser le parti décider, de le laisser faire. La fonction constitutionnelle du Premier ministre dans cette situation est de continuer à s'acquitter du mandat et c'est ce que je fais.
Le successeur de Boris Johnson sera annoncé le 5 septembre, ou plus tôt évidemment en cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats élus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien.